Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Onzième Vous en avez l'habitude, c'est votre rendez-vous quotidien avec Valentin. Enchanté Valentin. C'est vrai qu'on n'est pas... Salut Alex, Ouais. comment ça va? Bonjour, très bien. C'est vrai qu'on se fréquente pas mal Ouais, dernièrement. on passe notre vie ensemble. Je te vois plus que ma meuf. Ouais, mais moi voilà. 100%. Franchement, et puis comme la journée on prépare les chroniques, j'ai l'impression C'est vrai que- monotâche. Bah 100%. Mais, On prépare les chroniques et on fait du montage. Donc voilà. Ouais. S'il y a des petites erreurs de montage, c'est de ma faute, vous le savez maintenant. Et s'il y a des petites erreurs, on l'a déjà dit dans les chroniques, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a un espace commentaire qui est dédié à ça sur YouTube et nous, on sera trop contents évidemment si c'est pas pour nous dire qu'on est des gros cons et que tout ce qu'on pense c'est de la merde. Si vous voulez qu'on discute, l'espace est fait pour ça et nous, on sera trop contents d'échanger avec vous. Et Puis même en vrai, si vous voulez nous insulter, allez-y parce que ça fait fonctionner l'algorithme. ouais, ça je voulais Donc, pas le dire. N'hésitez Mais pas. moi j'ai du mal Moi, avec je les prends. insultes. Non, quand mais même. une insulte sympa. Genre, Ouais, vas-y. t'es mal coiffé. Ah ouais. T'as des taches sur ton t-shirt. T'as des taches. Bah j'avais. Non, mais Ouais, c'est bon, là, ça a c'est séché bon. depuis Ok, tout à l'heure. ouais, c'est bon. ouais. J'aime pas ta gueule. Non, un peu trop violent ça. Non, mais vous pouvez y aller quoi. Faire des trucs sympas. Et surtout, partagez ce format. Vous avez forcément des potes que ça va intéresser. Même si vous tombez dessus en 2 secondes, juste il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse là à l'accueil de l'Irak aux États-Unis, par exemple, qui va être la chronique du jour. Ou un gros tonton facho qui vous casse la tête à Noël. Vous lui envoyez une bonne chronique sur la colonisation. Bah, croyez-moi que lui, il va nous mettre du commentaire. Donc pensez à nous, si ça vous plaît. En tout cas, nous, on kiffe ce format et on a envie qu'il fonctionne parce qu'on se dit aussi que c'est un peu triste quand même de travailler autant pour 60 personnes, même si on est ravis de vous Puis retrouver la tous les scène jours. sortie de son contexte de parler à une caméra, c'est quand même Ouais, aussi c'est un un peu peu bizarre au chelou. quotidien. Donc c'est Mais je vraiment commence juste à pour m'y ça. habituer, moi. Ouais, Le c'est pire, ça. c'est les teasers. On fait des petits teasers d'1 minute où il faut être hyper punchy. Et quand vous regardez la scène, on vous fera un off de l'extérieur. On regarde la scène de l'extérieur, vous dites, ouah, ces mecs sont ravagés, c'est quoi. trop bizarre. Il y a des gens qui font ça premier degré pour de la thune, quoi. Ouais, pas nous. Non. Football? Ouais. Alors, j'en parlais dans cette intro à rallonge, mais on a beaucoup parlé de l'Iran pendant cette Coupe du Monde, à juste titre, hein, pour le contexte géopolitique. Il y a une autre équipe qui est passée un peu à l'as, c'est l'Irak. L'Irak qui joue sa première Coupe du Monde depuis 1986? 1986, donc quand même un exploit de fou. Aux États-Unis, on sait que les relations irako-américaines sont quand même très 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 tendues, enfin avec un passé Pour désastreux. des raisons légitimes pour le coup. Ouais, complètement. Et Val, tu t'es posé une question, somme toute logique, mais très intéressante, c'est comment ont été accueillis les Irakiens aux États-Unis? Bah moi, c'est la question que je me suis posée parce qu'on connaît le passé. Il y a moins de 15 ans, les États-Unis étaient encore, envahissaient encore l'Irak. Donc je voulais savoir comment est-ce que ces pauvres Irakiens allaient être accueillis. Et bah ça n'a pas loupé. Ouais. Ils n'ont pas été très bien accueillis. Ouais, sans douter. Notamment même alors au-delà des supporters, etc., qui ont eu des visas très très limités, même l'équipe d'Irak a été discriminée à son arrivée sur le territoire américain, puisque l'attaquant Ayman Hussein, donc qui est une méga star en Irak, hein, c'est le meilleur buteur actuel de la sélection. Il a quand même 95 sélections, 34 buts, peut-être même 35. Je ne sais pas s'il a été comptabilisé le dernier qu'il a marqué là contre la Norvège. Ce très beau but. Ouais, c'est vrai, très belle tête. Donc ce Ayman Hussein a quand même été retenu pendant 8 heures à l'aéroport de c'est Chicago vrai. avec un interrogatoire sous prétexte qu'ils l'ont confondu avec un autre Hussein irakien, sachant que les Hussein en Irak, il y en a énormément. Oui. Et donc ils l'ont confondu avec un mec qui potentiellement était catégorisé comme terroriste par le renseignement américain. Et de la même manière, le photographe de l'équipe nationale, lui, a été retenu pendant 10 heures. Il a subi des contrôles similaires de son téléphone notamment, et lui n'a pas eu l'autorisation de rentrer sur le territoire. Ah et ouais, donc carrément, a été ouais. renvoyé en Irak. Super. Donc une belle violence qui est un peu à l'image du passé. De la brutalité américaine, ouais. que ce soit sur cette Coupe du Monde, sur tout ce qui se passe depuis le début de l'année, et sur toute la gestion des migrants et des personnes étrangères sur leur territoire. On le disait en intro, il y a un gros passif entre ces deux pays. Est-ce que tu peux nous faire un petit contexte historique Ouais. et revenir un peu aux années 70 Ouais. Alors, quand on parle de football en Irak, et ça commence plutôt dans les années 50, la fédération s'est créée à ce moment-là, mais vraiment, il ne se passait pas grand-chose entre 50 et les années 70. Ça va vraiment prendre forme à partir du début des années 70, et notamment en corrélation avec le développement économique du pays. En 1968, il y a un nouveau président qui arrive, qui va faire
qui va mener une politique qui est un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'il va mener une énorme politique de modernisation sous l'impulsion de son Premier ministre, en l'occurrence à l'époque un certain Saddam Hussein, Ah ouais, qui est déjà là. qui est déjà là en tant que Premier ministre. Et donc, il va mener toute une politique de modernisation du pays. Il va investir drastiquement dans les infrastructures, dont les routes, les ponts, les barrages, les hôpitaux, les logements, etc., dans l'industrie, mais aussi dans le social. Ils vont lancer une grande campagne d'éradication de l'analphabétisme, pardon. Il va lancer une grande campagne d'éducation. Il va faire en sorte que l'école soit gratuite pour tout le monde, que La ce soit pour santé, les hommes et pour les femmes. ok, Ouais. ouais. Ah oui, donc, Donc très ouais. investi. Ils vont créer un des meilleurs réseaux médicaux du monde arabe en Irak. Donc voilà, il y a quand même énormément d'investissements qui sont faits pour le coup vraiment dans le bon sens des choses. Et en parallèle, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils mènent quand même une politique assez répressive. Ça reste quand même un pays avec un parti unique, un président autoritaire. Voilà. Mais moi j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'était assez paradoxal Ouais, d'avoir c'est un dictateur intéressant qui parce mène que effectivement, surtout quand tu regardes les voisins de l'Irak qui sont Et autant. dictateurs affirmés, et puis l'école est pas autorisée pour les femmes. Bah, c'était vraiment un pays avec une politique qui était détonnante par rapport à ses voisins à cette période-là, en tout cas dans le Golfe. Et c'est notamment dû, toute cette politique de modernisation est due à des très forts revenus qui sont liés à l'industrie pétrolière, Ouais. puisque en 1972, l'Irak va nationaliser la grande entreprise pétrolière qui s'appelait l'Iraq Petroleum Company. Fort. Et c'est grâce à ça qu'ils vont générer énormément de revenus. Ils vont aussi bénéficier un petit peu du choc pétrolier qui va faire en sorte que les prix des barils vont... Oui, après, ils n'étaient pas obligés de réinvestir dans l'éducation et la santé. C'est vrai, 100%. Donc il y a une volonté de rayonner, mais en même temps de contrôler le pays, quoi. Exactement, ce qui est assez paradoxal, et c'est dans ce contexte-là que le football va se développer. Le championnat national va être créé à partir de 1974, et en fait tout ça est lié aux investissements qui sont faits pour moderniser le pays. Et ça paye footballistiquement, il y a des résultats intéressants. Ouais, alors assez rapidement, il va y avoir des petits résultats qui vont se mettre en place. Il va y avoir une demi-finale de Coupe d'Asie dès 1976. Ce qui est assez important parce que la Coupe d'Asie, c'est quand même c'est l'équivalent de l'Euro en Asie. Ouais, complètement. Ils vont gagner des Coupes du Golfe en 79, 84 et 88. Alors la Coupe du Golfe réunit un petit peu moins de pays, mais il y a quand même plein de petits pays dans cet endroit-là. Et notamment, je me demande si... Peut-être que je dis une connerie. Je me demande si l'Arabie Saoudite participe pas à cette Coupe du Golfe. Ouais, je pense, ouais. On fait quand même du coup un gros morceau à passer pour gagner une compétition. Et surtout, l'Irak va se qualifier pour sa première Coupe du Monde en 86, 1986. Du coup, la dernière. La dernière à laquelle elle a participé, tout à fait, dans lequel ils vont se retrouver dans une poule où malheureusement ils vont pas trop exister, ils vont avoir 3 défaites, mais c'est quand même un peu une consécration et un aboutissement de toute la politique de modernisation du pays. Sauf qu'entre-temps, Saddam va prendre le pouvoir, donc on rappelle, il Ouais. était Premier ministre et là il va prendre Ouais. le pouvoir à 100%. Et qu'est-ce que ça change concrètement pour Là l'Irak? on est en 79, il était Premier ministre de 68 à 79, c'est lui qui a impulsé toute une partie des réformes. Il va prendre le pouvoir et en fait dans le même moment il va y avoir, vous le savez, la révolution iranienne. Et Saddam va y voir une opportunité de reprendre le contrôle, de prendre le contrôle justement un peu de la région et d'imposer un petit peu le leadership irakien dans la région. Il va envahir l'Iran en pensant que l'Iran est très faible suite à la révolution, sauf que l'Iran résiste très bien et ça va lancer une guerre qui va durer pendant 8 ans, de 1980 à 1988, qui va être extrêmement coûteuse pour le pays. Ce qui va évidemment aller Affaiblir dans le pays, affaiblir tout ce qui a été construit pendant Ouais. 15 ans avant. Oui, c'est ça, là où Bah, l'argent allait dans l'éducation et la santé. Ça va dans la guerre. ouais. Voilà. Et donc le fléchage de l'argent n'est plus le même. Donc, le Et pays forcément s'effondre le petit à football petit. aussi. Alors le football, comme je le disais, via le palmarès, a plutôt survécu pendant toute cette période. Comme je l'ai dit, il y a eu une coupe du Golfe en 84, Ouais. en 88 aussi, et la Coupe du Monde en 86. Donc pendant cette période-là, ça va. Mais c'est Ils vrai vivent que de leurs acquis peut-être aussi. voilà, je pense qu'ils capitalisent un petit peu sur un passé qui avait bien fonctionné, en tout cas sur cette période-là. Mais c'est surtout que voilà, la guerre va aussi faire en sorte que Saddam va commencer à réprimer un petit peu plus les communautés. Il va vraiment surveiller sa population. Il va mettre en place un vrai appareil sécuritaire. Il va faire des arrestations et des exécutions des opposants politiques. Il va imposer un vrai culte de la personnalité par rapport à son personnage, qui est quand même la marque d'un vrai dictateur. Ouais. Donc voilà, ça commence à se durcir un petit peu, même s'il est vraiment très occupé par le front. Ouais. Il va aussi mettre en place une politique interne de plus en plus autoritaire. Ouais. Et ça va être de pire en pire, surtout après les années 90. Ouais, en fait, à la fin de la guerre, vraiment, le pays est ruiné. Ils vont avoir la bonne idée d'essayer d'envahir le Koweït
en 1990, sauf que le Koweït va être défendu par les Oui, États-Unis. forcément, avec. Donc ils vont se faire défoncer. À partir de là, il va y avoir un embargo sur l'Irak pendant une bonne dizaine d'années. Ils vont se faire du coup ennemis avec les États-Unis, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'un point de vue économique en tout cas. Et donc le pays va vraiment, vraiment être dans une situation très inconfortable. Et forcément, alors le football avait réussi à survivre un petit peu dans les années 80. Le problème, c'est que le football en Irak est aussi dirigé par un homme tout à fait fréquentable, en la personne de Oudaï Hussein, Ouais, le fils fils, de. le fils de Saddam Hussein, le fils aîné de Mm. Saddam Hussein, qui est un mec qui est totalement taré, Ah ouais. mais totalement taré. En bon fils de dictateur, Ouais. comme on l'a évoqué plusieurs C'est fois. ouf, hein, toutes nos chroniques sont les mêmes en fait. Bah, un petit peu, il y a des schémas qui se répètent Ouais, en tout cas. ouais. En bon fils de dictateur, il va vraiment adopter l'attitude extrême du jet-setter, à base de méga soirées, d'énormes Grosse bagnoles, bagnole. de harem, de Forcément. nanas, voilà, de soirées en tout genre, Bon, bref. il vit bien quoi. Ouais, il vit bien. Il paraît qu'il y avait quasiment 68 personnes qui travaillaient pour lui. Donc, évidemment, des cuisiniers, des hommes de ménage, Je ne etc. saurais pas quoi faire de 68 personnes. Et aussi 2 dresseurs de lions. En l'occurrence, c'est Ok. quand même. Voilà, Ah oui, d'accord. Non, mais ça m'aide à me projeter là d'un coup. voilà. Et c'est un mec tout à fait sain, hein. Il faisait se battre les gens qui l'importunaient. Il les faisait battre dans une cage avec des singes qu'il avait à lui. Il tatouait les fesses des prostituées avec des fers à cheval brûlants. Donc voilà, ça donne un peu une idée du mec. Et donc ce mec-là Ça, était ouais. président de la fédération irakienne de football. Ouais. Autant te dire que quand les mecs faisaient une contre-performance, il y avait des sanctions qui n'étaient pas uniquement sportives, Ouais. qui allaient un petit peu plus loin. Alors dans les années 80, c'est encore léger, c'est 1 ou 2 jours de prison. Ça, c'est léger, ouais. Ça, c'est léger, mais à partir des années 90, là, on va basculer dans un truc qui est complètement dingue, où les 1 ou 2 jours de prison se transforment en 1 mois de prison. Ça se transforme Donc, en... mauvaise, genre tu perds 3-0 le week-end. Il y a eu plusieurs exemples et plusieurs joueurs qui ont témoigné après 2003, après l'invasion américaine, quand notre ami s'est fait tuer. Mais c'est en mode, ils sont mis en prison, ils sont tondus, ils sont dénudés. On les oblige, c'est des anecdotes, hein, on les oblige à faire des pompes pendant 2 heures, on les oblige à monter en haut d'une échelle de 20 mètres et à se jeter dans des eaux croupies. Ou dans des eaux de merde, enfin dans des eaux usées, non mais tu vois, des Ah trucs ouais, mais c'est un absolument délire. hardcore. Il fait quoi d'autre? Pendant 1 mois, il a enfermé plusieurs joueurs de la sélection dans son mini zoo qu'il avait dans une ferme qui était à lui. Et en gros, les joueurs étaient forcés de vivre avec les animaux, à boire de l'eau croupie. Enfin, tu vois, des trucs, mais c'est... Voilà. Suite à ça, les joueurs ont contracté une épidémie de choléra, évidemment. Donc voilà, ça situe un petit peu le personnage. Et en fait, ce qui était encore pire que ça, encore pire que ça, dans la continuité de tout ça, c'est que au moment de l'invasion américaine en Irak, il se fait tuer. La deuxième invasion, ouais, En en 2003. ouais. Ouais. Et en fait, on a retrouvé une salle dite rouge, qui était en fait une salle de torture dans les locaux de la fédération. Ouais. Alors la FIFA avait tenté de lancer une enquête en 97 pour savoir s'il y avait des agissements qui étaient trop dangereux. Et en fait, tous les joueurs se sont tus parce qu'il avait Ouais, trop peur des représailles. Ouais. Exactement. De toute façon, c'est globalement assez facile de mentir à la FIFA. Tout à fait. Et ce Putain, c'est mec-là, dingo, je savais pas du tout. ouais, mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, je vais citer mes sources puisque j'ai lu toutes ces anecdotes dans le livre de Romain Molina, Ah ouais. The Beautiful Game, Ok. qui est vraiment un super livre, extrêmement bien écrit. Du coup, j'ai relu ces chapitres-là aujourd'hui pour préparer ma chronique. Et donc, je vous mets la petite photo du livre. Et n'hésitez surtout pas à aller l'acheter. C'est vraiment un bouquin qui est passionnant, en tout cas sur le football au Moyen-Orient et dans ces zones-là. Voilà, et ce mec-là a failli se faire tuer à plusieurs reprises. Une fois, il allait en boîte, fusillade dans la rue, il se prend 8 balles dans le corps. Il a réussi à survivre, on ne sait pas comment. Pourquoi tous les connards sont Ouais, immortels? C'est vraiment. ouf, quoi. Et c'est surtout une fois, il a failli quand même se faire buter par son père, parce qu'il avait lui-même buté le testeur de son père. Ah ouais. Voilà, tu sais, Oui, tous les bien sûr, dictateurs hein, ont des mais, testeurs oui. pour éviter de se faire empoisonner. Lui, il a buté, c'était un mec qui était assez proche, et l'autre, Saddam Hussein a failli péter un câble contre lui. Il lui a dit, heureusement que j'avais pas une arme sur toi. Il l'a quand même foutu en tôle pendant 2 ans. Bon, du coup, ce tortionnaire complètement taré va détruire le football irakien et les joueurs qui faisaient partie de cette sélection.
Et il continue à prospérer finalement jusqu'en 2003 et la deuxième invasion américaine en Ouais. Irak. Ouais, il est resté quasiment 20 ans président de cette fédération. Et oui, en effet, donc la fameuse deuxième invasion américaine en Irak, après celle donc, de 91 que je mentionnais tout à l'heure, la première guerre du Golfe, qui avait mené vraiment le pays dans une situation catastrophique d'un point de vue économique. Donc 2003, alors là, évidemment, les raisons américaines sont tout à fait légitimes. Ouais. Non, évidemment, les raisons qui sont avancées, c'est que l'Irak possède des armes de destruction massive, que Saddam Hussein a des liens avec Al-Qaïda. C'est faux. Les vraies raisons à ça, c'est qu'en fait, ils avaient vraiment juste envie de dégager Saddam Hussein. Ils en ont profité pour dégager ses fils aussi, évidemment. Dépolluer un peu le sol aussi, voilà, je crois. Exactement. La vraie raison, c'était évidemment des raisons économiques, notamment avec le pétrole, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'Irak est un des plus gros producteurs de pétrole et les intérêts économiques des Américains sont souvent prioritaires sur tout le reste. Et évidemment, une idée très coloniale d'apporter la démocratie dans un pays qui est une dictature. C'est ce qu'a essayé de faire les États-Unis à de maintes reprises. Et encore une fois, c'était des interventions catastrophiques. Oui, tout à fait. Voilà, ceci étant dit, c'était les contextes de l'invasion des États-Unis en Irak. Évidemment, les conséquences de tout ça vont être évidemment catastrophiques. Bon, les fils de Saddam sont tués directement dès l'invasion en 2003. Saddam est capturé, va être décapité, guillotiné, fusillé, je ne sais plus, en 2006. L'État, évidemment, va s'effondrer puisqu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'institutions qui sont là pour régner. À la place, il va y avoir des ingérences iraniennes, il va surtout y avoir une énorme guerre civile entre les chiites et les sunnites, puisqu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus personne pour contrôler, les Américains viennent, détruisent tout et ne font rien. En fait, ils font pire que ça, parce qu'ils mettent au pouvoir des mecs qui n'avaient aucune légitimité, ils renforcent cette haine entre sunnites et chiites, et après ils s'en vont. C'est là où on est sur des petits génies. Exactement, je voulais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est évidemment complexe, mais tu as compris l'idée. Et au milieu de tout ça, on peut aussi rajouter Al-Qaïda qui va évidemment monter Bien sûr, de manière très importante. Toi, on trace ta maison, on tue tes parents et on vient te voir, on te dit tu veux te venger? Ouais. Plutôt un terrain assez propice. Exactement. Donc évidemment, des centaines d'assassinats, des centaines d'attentats, une horreur absolue pendant toute cette période-là, de 2003 jusqu'à 2011, jusqu'au départ des troupes américaines. Et au niveau du football, alors... Pour le coup, on va pas dire que c'est positif, mais notre ami Oudaï meurt. Son départ, ça peut pas faire de mal. Donc il y a une réorganisation, on est quand même moins sous la pression de la torture permanente. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus d'infrastructure. Oui, il n'y a plus de structure, il n'y a rien, il n'y a pas de terrain. Le pays est en guerre civile. Donc la sélection, vit moins sous la pression, mais est obligée d'aller s'entraîner et d'aller jouer ses matchs dans les pays voisins, en Jordanie, en Syrie, au Qatar et aux Émirats. Donc voilà, la situation est évidemment pas propice pour que le football se développe. D'ailleurs, les résultats à cette période-là vont pas être transcendants. Il va y avoir un quart de finale de Coupe d'Asie. C'est déjà un miracle en soi. Exactement, mais c'est ça c'est sur la période vraiment au début de la guerre. Ouais. En revanche, il va y avoir un nouvel entraîneur un nouveau sélectionneur qui va s'appeler Jorvan Vieira, qui est un Brésilien, qui va arriver et qui va lancer et qui va composer une sélection qui est multiethnique, avec des chiites, des sunnites, des kurdes, des chrétiens, tout ça. Et il va les obliger à vivre ensemble dans la sélection. Avec un bon état d'esprit. Voilà, il arrive et il impose sa manière. C'était un mec qui était très très caractériel, qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouquin de Molina, que je vous reconseille. Ouais. Et il va créer toute une dynamique autour de cette sélection. Un vrai collectif. Un vrai collectif multiethnique, issu de... c'est magnifique comme histoire. Exactement. Et arrive du coup en 2007 la Coupe d'Asie qui a lieu en Indonésie. Et en Thaïlande, je crois, dans deux pays différents. Je pourrais pas te le confirmer. Voilà. Évidemment, cette Coupe d'Asie arrive dans un contexte absolument catastrophique en Irak. C'est quasiment l'apogée de la guerre civile à ce moment-là. Il y a des attentats tous les jours. Justement, juste avant la Coupe d'Asie, il y a l'adjoint de l'équipe qui est censé, dont la femme est censée accoucher. Il fait un aller-retour au pays. Il meurt dans un attentat pendant cet aller-retour-là. Donc les jours sont évidemment très marqués. L'Irak est évidemment très loin d'être favori. Elle arrive dans un groupe qui n'est pas facile, notamment avec l'Australie, qu'elle va battre. Elle va passer les huitièmes, les quarts. Elle arrive en demi-finale contre la Corée du Sud. Elle se qualifie directement, enfin pas directement, elle se qualifie au penalty. Un exploit monumental. Ce soir-là, énorme liesse dans les rues de Bagdad et dans toutes les rues du pays. Malheureusement, 2 attentats
sont à déplorer ce soir-là, avec plus de 51 morts, 2 attentats à la voiture piégée. À ce moment-là, les joueurs disent non, on ne veut pas jouer la finale parce qu'il va encore y avoir des scènes de liesse. Ah oui, Ça va forcément des gens dans la rue, entraîner donc des morts pendant les célébrations. Sauf qu'il y a à ce moment-là, il y a la mère d'une petite qui est décédée dans un des attentats, qui passe à la télévision, qui leur dit allez jouer cette finale, c'est beaucoup plus important pour nous que vous ne la jouiez, que vous la jouiez plutôt que vous ne la jouiez pas. Donc allez jouer cette finale, ça va rendre le pays fier et tout. Donc ils y vont. Ils arrivent dans des conditions qui sont évidemment très compliquées. Il y a des joueurs qui apprennent qu'ils ont des proches qui sont décédés dans ces différents attentats. Ouais. Ils vont jouer cette finale contre l'Arabie Saoudite. Et là, il va y avoir un joueur qui va se démarquer, qui s'était déjà démarqué pendant la demi-finale et pendant toute la compétition, qui s'appelle Younis Mahmoud, qui va donc marquer le but de la victoire sur un corner, qui va récupérer au deuxième poteau à la 70e minute de ce match. Le pays va exploser littéralement. Évidemment, il y avait un couvre-feu qui avait été imposé, donc il y a eu c'était beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus encadré. Ils avaient imposé un couvre-feu pour les voitures qui ne pouvaient plus se déplacer dans la ville. Et donc tout va bien se passer et ça va être probablement le plus grand exploit de l'histoire du Qatar, enfin pardon, pas du Qatar, de l'Irak. Absolument dingue de réussir ce genre de performance dans un contexte aussi compliqué et aussi cruel. Et donc voilà, moi je trouvais que cette histoire était assez marquante. Et puis symbole aussi de ce que peut apporter le foot même dans des conflits, même dans des situations de dictature, de guerre civile, de conflits latents depuis plusieurs décennies. Le foot arrive quand même à fédérer. Oui, c'est cette pause sur le temps et fédérer des ethnies qui sont en guerre civile, quoi. Des chiites, des sunnites, des kurdes, des chrétiens, avec une équipe justement multiculturelle qui va incarner cette union qui manque au pays justement depuis plusieurs années. Bête d'histoire. Ouais. Franchement, du coup, bon, c'est pas fini, on est en 2007 du coup. Ouais, non, je me doute, mais les États-Unis finissent par partir. Ouais. Ce qui va après être, 8 ans vraiment d'action, gestion, de bons et loyaux services, comme bravo, on dit. Hein. Bravo les États-Unis. On les félicite. Ouais. Et cette belle gestion, ce départ, va évidemment mener à de superbes nouvelles, puisque c'est comme ça que... Qui vont impacter la France aussi. Qui vont impacter la France, puisque évidemment le départ des États-Unis va entraîner l'arrivée et la montée de Daesh dans ces pays, en Irak. L'État irakien en place, qui est quand même encore assez faible à ce moment-là, va essayer de mener une guerre contre Daesh, va perdre des villes qui sont très importantes comme... Parce que les États-Unis sont repartis avec leur armée, avec leurs armes, que c'était des gens qui étaient à moitié formés. Par contre, ils n'ont pas réussi à mettre en place la démocratie. Ah, c'est marrant. C'est bizarre. À chaque fois, mais ils ont pris le pétrole. Ah, ça aussi, Trop bizarre. Normalement, ils font pas ça, je comprends pas. Ou alors, ils assument et ils mettent carrément un dictateur à la tête du pays avant de partir, quoi. Là, il y a 2 écoles après. Non, il va y avoir des villes qui vont être capturées, des grandes villes irakiennes, Fallujah, Mossoul, etc. Ça va durer pendant 3 ans, jusqu'en 2017, où ils vont réussir finalement à chasser l'État islamique. C'est la fin de la guerre contre l'État islamique en 2017. Côté foot, il ne se passe pas grand-chose évidemment pendant cette période. Après la magnifique l'euphorie de 2007. Évidemment, un exploit qui ne peut pas se répéter tout le temps. Bien sûr. Donc, c'est de l'ordre du miracle. C'est de l'ordre du miracle. La sélection est encore obligée de jouer à l'étranger, de s'entraîner à l'étranger. Et donc, à partir de 2007, il y a quand même une phase de restructuration et de redressement du pays qui va se mettre en place. Alors, ça reste quand même assez faible, ça reste quand même assez fragile, mais le pays peut quand même s'appuyer sur tout le pétrole qui lui reste encore. Ça reste quand même le 5e producteur de pétrole au monde. Donc, c'est quand même un pays... Il y a des ressources financières, même si ça reste quand même assez fragile. Et notamment, on l'a vu là avec le conflit irano-américain, et notamment le blocage du détroit d'Ormuz. Comme l'Irak est quand même très dépendante de ses exportations de pétrole, le détroit d'Ormuz évidemment bloque une partie de ses exportations. Voilà. Et donc, dans cette restructuration, l'Irak se qualifie pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Qu'est-ce qui a permis d'arriver à cette Coupe du Monde ? Là, toute la période de redressement va un peu concorder avec la période de redressement de l'équipe de foot aussi, de la sélection irakienne. Forcément, oui. Voilà. Ils ont remporté une nouvelle Coupe du Golfe en 2023. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas réussi à remporter une nouvelle Coupe du Golfe. Et ils ont réussi à se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Une Coupe du Monde 2026 avec une sélection qui est encore une fois
un petit peu le même comparatif que j'avais fait avec la Côte d'Ivoire sur la sélection 2005 et la sélection de 2026. C'est un peu pareil, la sélection de 2007 qui a gagné la Coupe d'Asie en Irak Ah, ils venaient tous. étaient tous nés quasiment en D'accord, ouais. Irak. Et là, Là, c'est plus la aujourd'hui, diaspora. En fait, les conséquences de toutes ces guerres-là, c'est qu'en fait, tu as énormément de personnes qui ont été déplacées. Je crois qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui ont été déplacées en Irak pendant toutes ces différentes guerres. Et donc, tu as toute une partie qui a émigré aussi vers l'Europe. Et donc là, dans cette sélection-là, tu as 9 joueurs qui sont issus de la diaspora irakienne, qui sont nés en Espagne, en France, aux Pays-Bas. Pas trop en France, je crois, pardon. Mais aux Pays-Bas, je crois. Je crois qu'il y en a un qui est né en Suède aussi dans la sélection. Et donc, tu as 9 joueurs issus de cette diaspora. Tu as encore une fois des joueurs issus de différentes ethnies, des chiites, des sunnites. Et puis, tu as aussi des joueurs qui sont plus anciens, qui ont connu la guerre, et notamment l'attaquant dont je parlais tout à l'heure, qui s'est fait recaler, enfin pas recaler, mais qui a été Oui, interrogé le pendant contrôle 8 de heures. l'enfer. Exactement. L'ami Emin Hussein, qui est vraiment le symbole de cette équipe, qui est un joueur qui a aujourd'hui une trentaine d'années, mais c'est un joueur dont le père a été tué. Il était soldat, il a été tué pendant la guerre par l'État islamique. Son frère a été capturé par l'État islamique. Lui-même a grandi dans une des villes qui était contrôlée par l'État islamique, qui a dû fuir, qui a vécu vraiment pendant toute cette guerre. Donc une situation absolument horrible. Et aujourd'hui, c'est la star de cette sélection. Une sélection qui est donc multiculturelle, multiethnique. Et je pense que c'est aussi ce qui fait cette force et ce qui fait aussi toute la fierté de cette équipe et de ce peuple irakien. Voilà, moi j'avoue que c'était une histoire que je maîtrisais un peu de loin. J'ai trouvé ça vraiment trop intéressant de me plonger un peu dans cette histoire et de voir que le football est vraiment, comme souvent dans ce genre de pays, comme souvent dans ce genre de situation politique, un véritable échappatoire pour la population. Et je trouvais ça cool de raconter cette histoire. Merci infiniment Val pour cette Avec grand chronique. plaisir. On s'est permis des petits raccourcis sur l'invasion américaine, sur l'histoire de Ouais, l'Irak. c'est long, donc on a. Sinon, on va vous prendre la tête pendant 1h30 et il y a des gens 1000 fois plus compétents que nous pour le faire. Ce qui comptait, c'était que vous ayez cette trame qui mène à cette nouvelle qualification et cette histoire magnifique. Merci encore pour Avec cette plaisir. chronique. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, partagez ce format s'il vous plaît. Suivez-nous aussi sur Insta, on ne sait pas, peut-être que vous nous voyez que sur YouTube. Et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve très vite, notamment en fait, demain, tout simplement. Ciao, ciao à tous! Salut!